c'est Noël, c'est la fête. Grégoire a fait partie de la fête des chroniqueurs. Il a cuisiné et quand il cuisine, Grégoire, il n'y va pas de main morte. Non, j'en mets un peu trop. Oui, Bon, justement, on aurait besoin d'un dessert, quelque chose de sucré, de sympa. Vous avez ce qu'il faut? J'ai ce qu'il faut et j'ai aussi la chroniqueuse qui va avec. Myriam a partagé effectivement la cuisine de Télématin pour nous proposer le dernier maillon de la chaîne, puisque toute la semaine on a parlé du menu de Noël des chroniqueurs, de leurs recettes préférées. Et Myriam a choisi de vous offrir aujourd'hui un pudding de Noël, 100% british évidemment. Vous le savez, Myriam va souvent en Angleterre, nous ramène de très jolis reportages. Elle est fan évidemment de tout cet univers-là. Et là, c'est une recette d'Agatha Christie. Voilà, figurez-vous. Et ce pudding, en fait, Myriam a eu par le passé l'occasion de passer les fêtes de fin d'année dans une véritable famille anglaise. Et c'est un pudding qu'il fabrique presque un mois à l'avance et qu'il conserve vraiment. Voilà. Donc là, évidemment, ce n'est pas la même recette. Elle vous propose donc son pudding de Noël. Bien à elle, regardez. Myriam, un pudding pour un dessert de Noël, c'est pas commun. Non, c'est pas commun, mais c'est original. Mais parce que c'est anglais. Et les Anglais célèbrent toutes les fêtes, et surtout la fête de Noël, où le pudding est extrêmement présent. Qu'est-ce qu'on va faire? Quelles sont les premières étapes? Alors, on va faire bouillir du sucre. Myriam fait donc bouillir le sucre. Avec du lait, bien évidemment. D'accord. Et on va même y incorporer un petit peu de levure. Et comme tout bon pudding, on va rajouter soit du pain rassis, soit des petits beurres, soit du pain normal. Donc on va incorporer ce pain, on va attendre qu'il ramollisse et qu'il s'imprègne bien de la préparation. On va bien mélanger pour que le pain soit bien imbibé de la préparation. Le pain a tout bu. Le pain a tout bu, donc il est temps de le mettre dans le mixeur. Bien. Et je vais essayer de ne pas renverser. Mais cette casserole est très très loin. Je vais tout renverser. Tu vois ce que je vis au non quotidien. seulement je vais me brûler, mais en plus ça glisse. Attends, je vais t'aider. Attends, mais regarde, tu sais quoi, regarde, je Voilà. tiens et tu renverses. C'est un vrai travail d'équipe, messieurs, dames. On va maintenant mettre la pâte dans le saladier. Et là, on va ajouter 3 jaunes d'œufs. Je dois me concentrer puisque nous devons garder les blancs pour les monter en neige après. D'accord. Voilà. On mélange. C'est bien, ça va donner un petit peu de... Voilà, De pudding. Et on va même, pendant que tu mélanges, incorporer un petit peu de vanille. De la vanille. Dis donc, ça sent bon. Ça sent bon. Alors, on peut mettre ce qu'on veut comme épice, ceci dit. Oui, on peut mettre de la vanille ou de la cannelle. Moi, j'ai une préférence pour la vanille. Moi aussi. On va rajouter encore un petit peu de farine. Il ne faut pas oublier que c'est un gâteau. Et la petite touche magique de ce gâteau, Karine. On peut choisir n'importe quelle confiture et verser un pot de confiture. Un pot entier. Un pot entier de confiture. Allons-y, c'est la fête. Bon, bah là aussi, on peut prendre des confitures de Noël, aux épices. Exactement. Celle-ci est à la figue. Parfait. Et la prochaine étape, Karine, c'est de monter les œufs en neige que j'ai mis de côté pour pouvoir l'incorporer dans la préparation. Et voilà le travail. Et maintenant, on va mettre nos blancs en neige dans la préparation. Et maintenant, on prend un moule à Charlotte. On verse, évidemment, ce moule, on l'aura préalablement beurré, bien évidemment. On met toute la pâte délicatement dans le moule. Hop, regarde, c'est joli, ça sent bon. Et ensuite, voilà, alors, chose particulière, c'est que ce gâteau va être cuit au bain-marie. Ok. Donc, alors, on va le mettre dans un récipient. Et ensuite, on met notre préparation dans le four. D'accord. 180 degrés. Et puis, on laisse cuire pendant une petite heure. Bien. Bon, et à la sortie du four. À la sortie du four, on démoule. Et là, on peut être inventif. On découpe des petits morceaux de fruits de son choix. On les met sur le gâteau, autour du gâteau. Et puis, pour donner un petit éclat de fête, on peut rajouter donc des petits sucres colorés ou des petits vermicelles. Parfait. Merci Myriam d'avoir été avec Avec moi pour ce plaisir. dessert de Noël. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Tata, écoutez, on va faire la fête. Régalons-nous. bon, oui, on va pas se avec, priver. alors, on a invités principaux cette fois-ci, Philippe Collignon, Oui. Myriam Seurat, Oui, Marie-Dominique Perrin. Grégoire Tournon. Loïc Ballet, Grégoire, voilà, les 6 chroniqueurs qui vous ont offert leurs meilleures recettes de Noël. Tout ça Et sur... J'espère que la famille qui a offert la recette du pudding
C'est la famille qui habite Buckingham Palace, comme c'est eux. Mais C'est la recette. absolument, sûr. oui, Jean. Merci beaucoup, J'espère. Karine, et à recommencer hein, pour une. Avec grand plaisir. Les Beatles. Bon, alors, retenir sa respiration, c'est une chose. Vous n'imaginez pas à quel point c'est physique et qu'il faut un sacré entraînement. Du souffle. Du souffle. Entre autres, C'est voilà. ouais, c'est ce que vous avez fait. On a testé l'apnée dans un lieu particulier, quelqu'un de particulier. Alors déjà, retenir sa respiration sous l'eau le plus longtemps possible, ça peut faire peur, je l'admets. Mais si vous êtes bien accompagné et conseillé, vous découvrez des capacités que vous ne soupçonniez même pas. Vous oubliez vos repères terrestres, le temps et la distance. Vous apprenez à écouter votre corps, votre ressenti. Vous réapprenez à respirer, à économiser vos mouvements. En fait, c'est un voyage intérieur avant d'être une aventure sous-marine, l'apnée. Alors, côté sportif, il y a différents types d'apnée, de différentes disciplines, en mer ou en piscine. Alors, le but du jeu, d'aller le plus profond possible, avec ou sans palme, avec un est ou non, de rester le plus longtemps possible sous l'eau, de faire la plus longue distance horizontalement, mais ne jamais faire ça seul. Et comme nous avons fait ça accompagné, nous avons choisi l'un des meilleurs profs, le meilleur prof. Il s'appelle Morgan Bourkis. Il est champion du monde. Sa discipline, c'est le poids constant sans palme. C'est-à-dire qu'il descend à la seule force de ses bras et ses jambes, et il remonte pareil. Voilà. 90 mètres, c'est le record de France, c'est le sien. Et il a trouvé pour moi un endroit génial, une fosse. C'est-à-dire que c'est une piscine avec un fond, 20 mètres de fond. Il y en a une vingtaine en France. Et la nôtre était à Conflans-Sainte-Honorine, c'est une des plus belles, dans les Yvelines. Pour une fois qu'on touche le fond et que ça a du bon, un reportage sans fausse note. Oh. Grégoire, Ouais, qu'est-ce que tu fais? je vais faire l'apnée. Attends, oh, ça marche pas comme ça. Pourquoi? Il faut faire des choses avant. On commence par quoi? On va commencer, on va s'étirer un peu, histoire de se dérouiller, de s'ouvrir au niveau de l'articulation, au niveau de la cage thoracique. Moi, je fais de l'apnée pour ressentir le bien-être qu'il y a sous l'eau. C'est-à-dire, on a un bouleversement sensoriel immense à cause de l'immersion dans un milieu hyperbare et le fait de retenir sa respiration. Et je fais de l'apnée pour éprouver ces sensations. Je vais te montrer comment est-ce qu'on utilise bien sa cage thoracique, son abdomen aussi qui est très important, comment on pose sa ventilation et comment on se prépare pour une apnée, tout simplement. Ma spécialité, c'est le poids constant sans palme, c'est-à-dire descendre à la brasse et remonter avec ce même mode de propulsion à une profondeur déterminée à l'avance. Aujourd'hui, je peux descendre à 90 mètres en poids constant sans palme. Et lorsque je chausse une palme, une monopalme notamment, je peux descendre à 109 mètres. On passe à l'apnée pure, apnée statique. Là, on travaille la rétention du souffle. Pas de mouvement, pas de profondeur. On voit juste comment tu vas bien trop lâcher et être à l'aise dans l'eau. Pour l'instant, tu ventiles calmement. Ok. Alors, chaque personne peut tenir environ 3 minutes, parfois plus, mais ne le sait pas. Tu peux commencer à expirer, à t'appuyer sur moi pour ressortir. Wouhou, super. On expérimente la flottabilité. Donc là, on va voir si on arrive à toucher le fond en expirant son air. Et peut-être qu'on verra si toi, tu as besoin d'un lestage pour la suite. Donc bon, on va dans le grand bain. On va là. On va y aller. Alors une fosse, comme ici à Conflans-Sainte-Honorine, qui descend jusqu'à 20 mètres, c'est un excellent outil pédagogique pour ceux qui pratiquent l'apnée, surtout en piscine, c'est-à-dire à base d'apnée statique, de temps, ou d'apnée dynamique, de profondeur, et qui ne vont jamais en mer. C'est un moyen, du coup, d'expérimenter un petit peu la profondeur. D'abord, tu respires, tu enlèves ton masque, puis après, tu regarderas ta montre plus tard. Et tu regardes tout de suite. Il y a combien? Alors on se sent bien quand on est dans les grandes profondeurs à partir du moment où on a l'habitude d'y aller aussi. Lorsque je suis au fond de l'eau, effectivement, j'essaie de ne penser à rien pour être en harmonie vraiment avec l'eau, mais aussi être à l'écoute de ce qui se passe, de ce que l'on ressent. Pour descendre, on a un effort physique très important puisque on doit vaincre notamment au départ la flottabilité. Et puis après, on a cette sensation de descendre, d'être aspiré. Donc c'est un moment où on est quasiment au repos. Et par contre, il faut remonter. Et on a ce phénomène d'aspiration qui est toujours présent. Donc on a vraiment un effort physique qui est très important sur la remontée pour revenir de la profondeur où on a été. Extra. J'ai touché le fond. Dans le bon sens du terme. On s'est fait les 20 mètres avec les barreaux. Maintenant, on laisse tomber, on y va vraiment avec les palmes, sans aucune aide. Comme un apnéiste, comme un vrai. Comme un vrai. Quand tu veux.
Que retenir sa respiration, c'est avoir une parenthèse aussi avec soi-même, tout simplement. On est coupé un petit peu du monde, on s'écoute soi, on se ressent. Et dans une société aujourd'hui où on est sollicité un peu de partout, c'est quelque chose qui est très bénéfique pour le mental et le bien-être. C'est impressionnant. D'abord, bravo pour les 3 minutes et C'est 7 une première, secondes. mais il m'a mis à l'aise. Voilà, je C'est voudrais pour ça saluer. qu'on arrive à... Parce que avec le des- danger, c'est de s'affoler, quoi. Non, C'est- non, il faut pas se surpasser non plus. Je voudrais saluer Patricia Etouati et Philippe Gruot qui étaient sous l'eau avec moi pour les belles images. Morgane organise régulièrement des stages. Il faut aller faire ces stages avec lui parce que c'est vraiment magique. Comme il dit, c'est une parenthèse dans cette vie un peu agitée. Et il sera sur le Salon de la plongée qui aura lieu du 6 au 9 janvier au Parc des Expositions à Paris. Allez le voir, découvrez l'apnée et l'apnée dans ses faux. Il y en a une vingtaine en France. C'est vraiment un super moment. Merci Grégoire et de belles fêtes pour vous. Quand on... Bonjour Henri-Jean, c'est vrai que ça a été un choc. C'était un ce choc. film. Alors, bien sûr, alors on en parle pourquoi aujourd'hui? Parce qu'il y a juste 60 ans, Et Dieu créa la femme a été tourné à la fin de l'été 1956. Le film est sorti en novembre 1956. Ça a été un flop total. Le film est parti aux États-Unis. Aux États-Unis, ça a été un scandale. Les gouverneurs racistes ont interdit aux blacks d'aller voir le film. Les femmes, les ligues de vertu faisaient devant les cinémas lancer des sifflets et des tomates sur les hommes pour les empêcher de rentrer. Et le film, auréolé de scandales de vapeur sulfureuse, le film a été un succès absolu et total. La petite starlette qui s'appelait Bardot, devenue une star mondiale. Saint-Tropez, qui est un petit village de pêcheurs, est devenu la capitale d'une espèce de jet-set, bien ou mal, le problème n'est pas là. Et ça a changé le cinéma, ça a changé les mœurs. On a conduit des voitures pieds nus, on a mis des bikinis, on a... Mais qu'est-ce qui a choqué à ce point-là? Mais ça a choqué, ça, c'est ce que vous allez voir, la créature que nous connaissons et que j'adore, qui s'appelle Brigitte Bardot, qui était un film nouveau. C'est pourquoi? Parce qu'elle était bien, Brigitte, parce qu'elle était naturelle. Elle disait ses textes, elle mettait ses vêtements, était dans un décor qu'elle connaissait par cœur, ses parents avaient une maison, et le film a tout bouleversé, a tout changé. Alors on est allé à Saint-Tropez. Vous allez voir une interview, vous allez entendre une interview de Brigitte Bardot qui a été faite pour ce sujet, c'est pas une interview ancienne d'archives. Et alors la chance qu'on a eue, c'est que Saint-Tropez était en tempête ce jour-là. C'est rare de voir des images de Saint-Tropez en tempête. Comme c'était une préfiguration de la tempête fantastique qu'allait être celle du film. Donc, bienvenue à Saint-Tropez, jour de tempête, 60 ans après, et Dieu créa la femme. Dis-moi quelque chose de gentil, chérie. Prends-moi dans tes bras. Dieu créa la femme. Pour moi, ça reste un film important. C'est le plus important de tous mes films, puisque c'est celui qui m'a vraiment fait connaître. À l'époque, ni Vadim ni Brigitte Bardot ne s'attendaient à ce que ce film fasse une telle tempête. Et donc, eux-mêmes ont été les premiers surpris. Et ça a déchaîné un raz-de-marée sur Saint-Tropez. On l'a tourné dans des conditions réquettes, on n'avait pas d'argent. C'était vraiment un peu à la va comme je te pousse. On était vraiment des amateurs tous. Moi, je n'étais pas connu, Vadim non plus. Raoul Lévy, en tant que producteur, n'était pas connu non plus. Mais c'est dangereux. Il ne pourrait plus m'oublier. Je prends le risque. On avait été obligé de prendre Kurt Jürgen au dernier moment pour qu'on ait la possibilité de faire le film en couleur. Monsieur Carradine, vous avez un culot d'Iliade. En ce qui concerne Brigitte, je crois que je l'ai aidée en la libérant, en la laissant aller, en laissant jouer avec ses défauts et ses qualités, au lieu de la guinder et de l'empêcher de s'exprimer tout à fait librement. Et puis il y a eu tout un concours de circonstances qui fait que c'était sur le plan des problèmes de la femme moderne, quelqu'un qui a beaucoup intéressé les gens. Au lieu de dire des bêtises, tu ferais mieux de travailler. J'étais habillé avec ce que j'avais dans la vie, un jean et un t-shirt. Le film était un peu comme la vie que je menais tous les jours. On n'avait pas l'impression de tourner un film. C'était vraiment très relax, très rigolo, très décontracté, très en famille. Quand il y a eu le tournage, Brigitte a retrouvé ses habitudes ici, parce qu'elle avait l'habitude de cet endroit, elle avait l'habitude de la petite plage de la Ponche, donc pour elle c'était tout naturel, elle était dans son élément en fait, elle était dans son décor.
la ponche. C'était le rendez-vous de tous ceux qui n'avaient pas un rond. On vivait là-dedans la bohème. Moi, j'ai aimé le Saint-Tropez du début, quand c'était vraiment un petit village de pêcheurs avec des petits magasins de gens du coin. Vous pouvez guère imaginer toutes les deux qu'un jour, elle entraînerait la ponche dans son fillage et qu'un jour, elle la décrirait que ça, il est resté à Saint-Tropez, c'est le petit hôtel mythique où, avec toute une bande de copains rigolos, comme elle disait, on mettait un sacré bordel. Brigitte Bardot, quand elle tourne avec Vadim et Trintignant, Kurt Jürgens, ça ne s'imagine pas un seul instant que ça va, que ça va être un tel tollé. C'est une starlette qui s'est fait blonde presque pour le film un tout petit peu avant. Elle a 22 ans, je dirais, elle n'imagine pas. Elle tourne sur la plage de la Ponche et la dame qu'on a vue qui est écrivain, Simone Duckstein, qui a écrit un livre sur la Ponche, hôtel de la Ponche, elle lui a porté des fougasses. Elle avait 7 ans, elle a porté des fougasses à Brigitte qui dansait sur la plage, qui s'amusait et qui rigolait et qui n'imaginait pas que le film allait tout faire éclater, allait bouleverser le monde. Alors vous vous rendez compte, ça allait faire des tempêtes. Alors je veux dire que donc, Duckstein a écrit ce livre aux éditions du Cherche Midi et je veux dire que Brigitte Bardot, sachant que vous faisiez l'émission aujourd'hui, puisque je l'ai enregistrée pour vous, pensant que j'aurais affaire à l'énergie, elle l'appelle William l'énergie. Elle fait exprès parce qu'elle William l'énergie m'a dit tu lui diras, tu leur demanderas à tous de respecter les animaux. Noël, c'est aussi pour tout le monde. Je veux dire, ce sera pour moi, pour tout le monde, qu'on aide et qu'on aime les animaux et qu'on essaye de leur ficher la paix et pas trop de les embêter, de les tuer ou de les manger le soir de Noël, les autres soirs aussi, bien évidemment. Vive et Dieu créa la femme, qui est un film magnifique. En plus, on la voit pas nue, Brigitte, on la voit nue que de profil. On voit pas le devant, on voit pas le derrière, on voit que le profil comme ça, un peu cambré, vallonné. C'est un paysage formidable. Dites à Brigitte Bardot que de l'énergie, je n'en manque pas non plus. Oh. Voilà. De l'esprit non plus, de la modestie non plus encore. Voilà, parfait. Merci beaucoup en tout cas. Elle ignorait que ce fut vous qui étiez là. Ça vous aurait embrassé. Elle pensait que c'était le langage d'Henri-Jean Servat, magnifique. On va se retrouver dans un petit instant après le journal et la météo. Je ne doute pas un seul instant que vous fussiez là. Que vous soyez là, tout simplement. Voilà. N'en faites pas trop non plus. Voilà, c'est là, vous voyez. Voilà. Le mieux est l'ennemi du bien. Voilà, pour l'instant, vous êtes tranquillement installés, vous êtes sous la couette ou dans la cuisine, vous regardez l'émission et après, vous choisirez ce que vous avez envie de lire. Patrice, bonjour. Bonjour Thierry, bonjour à tous. Voici donc notre kiosque pour ce week-end de Noël. On y trouve de tout, du poutine, de la gastronomie à base de dinde, évidemment, du monégasque avec le prince. Les femmes font la une de Marianne et une orne celle de gala. Il s'agit de Miss France. Alors Noël, c'est la période des étrennes. Et les étrennes, certains en ont plus besoin que d'autres. Je pense notamment aux associations sur les finances desquelles se penche le magazine Capital. Vous vous sentez l'âme d'un mécène, vous avez décidé de donner un peu, eh bien tout y est. Les ressources, les frais de collecte, mais aussi les frais de fonctionnement. Alors si vous voulez savoir où passe votre argent, lisez ce classement. Vous y constaterez par exemple que l'APF, l'Association des paralysés de France, consacre 95% des dons à ses œuvres. Personnage, l'association de Lino Ventura, fait encore mieux, 97%, là c'est le record. En revanche, Greenpeace est à 56%. Ce qui nous donne quand même des frais de fonctionnement à hauteur de 44%, 100 moins 56, à vous de voir. Donc, même si tout le monde dans ce classement, a priori, est censé rendre service. Je peux saluer l'APF, puisque j'ai la chance d'être le parrain de l'association. C'est une bonne chose, parce que voilà, c'est une excellente association. Et je les embrasse très fort. Alors, L'Œil et Beaux-Arts Magazine font l'inventaire des meilleures expos à voir à partir de l'an prochain, c'est-à-dire tout bientôt. Art classique, art contemporain, peinture, photo, là encore tout y est, parmi les immanquables et en toute subjectivité. Vermeer, ce sera au Louvre à partir du 22 février prochain, à ne pas louper, car en temps normal, il faut savoir que seuls 2 tableaux de Vermeer sont présentés au Louvre. Il s'agit de La Dentelière et de L'Astronome. Au Centre Pompidou de Metz, Walker Evans. Alors, c'est à partir du 26 avril. On aura sans doute l'occasion d'en reparler, mais ça aussi, c'est du gros. Ça nous renvoie à l'Amérique profonde des années 30. Alors, à l'époque, on est en plein New Deal. L'administration américaine décide d'envoyer 15 photographes sur le terrain. Ils sont chargés de dresser le portrait de l'Amérique en pleine dépression. Et alors, parmi ces photographes, eh bien, il y avait le mythique Walker Evans. Ces clichés témoignent d'une Amérique paumée dont Beaux-Arts croit pouvoir s'autoriser à dire qu'elle fait écho à l'actualité. Alors, tous les hebdos dont je vous ai furtivement montré la couverture il y a 2 minutes vous proposent aussi leur sélection de beaux livres
parce que à Noël, on s'en offre. Alors en voici 2. D'abord, Cars and Stars, c'est l'inventaire des duos les plus mythiques, le mariage de la belle carrosserie et des rouleurs de mécanique. En gros, un homme, une bagnole. Hein. Donc, vous vous rappelez peut-être Nuit romaine ? Bon, Marcello Mastroianni, en journaliste mondain désabusé, va faire la fête au volant de son roadster anglais. Et ça vous dit quelque chose ? Regardez. Camion, voiture, moto customisée. Mad Max, bien sûr. Et quant à Sinatra, on le retrouve dans ce livre en 55, posant avec le jouet qu'il s'était offert cette année-là, une Ford Thunderbird. Il est vrai qu'il avait tourné 3 films cette année-là, en 55, dont je crois L'homme au bras d'or. Autre livre, pour finir, Wolinski, dont les dessins nous aident à supporter l'époque. Alors, sans la peur, dit-il, il n'y aurait pas d'humour. Sans humour, on crèverait d'ennui. Alors, c'est pas faux, c'est pas obligatoire non plus. On peut être drôle sans avoir peur. Et ce serait bien que ça soit plus souvent le cas. Merci beaucoup, Patrice. À plus tard. The fire is so delightful. Since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. Alors pourquoi que la lumière soit ? Parce que c'est le titre de cette exposition dont vous allez nous parler. On va aller dans le 7e arrondissement de Paris. Exactement, Thierry, parce que en fait, c'est un quartier où il y a une association qui s'appelle le Carré Rive Gauche. Le Carré Rive Gauche, donc c'est un petit quartier dans le 7e arrondissement, réputé pour sa concentration d'antiquaires et de galeristes. Et l'année dernière, cette association a créé un fonds de dotation qui a pour but de sauvegarder les œuvres d'art et de restaurer le patrimoine culturel français. Alors il est intervenu par exemple au musée des arts décoratifs, au Petit Palais, à la manufacture de Sèvres. Et cette année, en ces fêtes de Noël, eh bien, ce fonds lance l'opération Que la lumière soit. Alors c'est en fait une campagne de financement participatif qui a pour but de financer l'éclairage des œuvres d'art de l'église Saint-Thomas d'Aquin qui se trouve justement dans ce quartier du 7e arrondissement. Alors c'est un projet qui s'adresse à tout le monde, aux gens du quartier, aux Parisiens ou tout simplement aux gens qui sont sensibles à l'art religieux, parce que peut-être que ce soir, certains, pour le réveillon, vont se rendre dans les églises, et si c'est le cas, eh bien, je les invite à lever les yeux, à regarder les œuvres d'art qui se trouvent autour d'eux, parce qu'en général, elles sont assez mal éclairées, et on passe à côté sans même s'en apercevoir. Donc c'est un projet participatif, c'est-à-dire Exactement, que tout le monde peut participer, exactement. Alors vous allez voir, nous avons rencontré Alexandre Piatti, qui est justement le président de ce fonds de dotation, et qui nous explique ce qu'il va faire. Regardez. Nous sommes ici dans une église qui est vraiment extraordinaire, où sommeillent des œuvres d'art toutes plus belles les unes que les autres, que ce soit dans la peinture, dans la sculpture, dans l'architecture, la coupole ou tout simplement dans la chapelle. L'art religieux est commandité en général par les églises elles-mêmes. Les artistes avaient à cœur d'être présents dans ces lieux de passage. Ça leur offrait une visibilité assez extraordinaire. Dans la petite chapelle se trouve un tableau de Luc-Olivier Merson, dont l'esquisse est dans les collections du musée d'Orsay. Saint Louis, rendant la justice sous un chêne, est représenté sur son trône. On peut voir également une allégorie de l'église qui se trouve à sa droite et à sa gauche, Saint Thomas d'Aquin qui présente son édifice afin d'être béni. C'est un tableau académique néoclassique mais de toute beauté. La grandeur de cette œuvre et la qualité également a fait en sorte que nous ayons cette volonté de lui rendre ses lettres de noblesse et qu'il soit éclairé à sa juste valeur. Une autre œuvre très importante qui est abritée dans cette chapelle Saint-Louis sont les peintures murales de Méry-Joseph Blondel, qui est un artiste 19e également, toujours dans la mouvance néoclassique, qui représente à travers ces peintures murales l'Arche de l'Alliance ou le grand prêtre Aaron bénissant le peuple. Méry-Joseph Blondel s'est également attelé à peindre l'extraordinaire coupole présente au sein de cette église, qui représente diverses scènes liturgiques et religieuses, bien évidemment.
Parmi les autres œuvres d'art très importantes, on trouve le plafond de François Lemoine, un artiste 18e qui a notamment œuvré à Versailles au Salon d'Hercule. Il avait la volonté de mettre en avant tout ce qu'il avait appris de son voyage en Italie. Ça lui tenait vraiment à cœur de peindre une grande surface, car il avait été très ému et bouleversé par ce qu'il avait vu dans les églises. Ici sommeillent donc des œuvres extraordinaires et tout le monde peut participer à cette opération Que la lumière soit pour nous permettre de mettre en lumière toutes ces œuvres et tous ces artistes de la chapelle Saint-Louis. Il semble qu'il y aura du monde ce soir. Oui, à Saint-Thomas d'Aquin, parce ouais. que c'est vraiment, c'est superbe. Elle est magnifique et elle sera encore plus belle. Les œuvres seront encore mieux mises en valeur si le Carré Rive Gauche parvient à collecter la somme nécessaire. Alors concrètement, comment on fait si vous voulez participer? Eh bien, vous pouvez aller sur la plateforme d'Artagnan, qui est une plateforme spécialisée dans le financement participatif des projets patrimoniaux. Voilà Thierry. Voilà, ça se Ah fait. ben voilà, elle est là, la plateforme. Ça se fait assez régulièrement, un peu partout en France d'ailleurs. Il y a même quelques célébrités qui s'occupent comme ça de retaper au mieux possible des châteaux, des églises. Bien sûr. Et bravo. Et vous pouvez vous aussi participer et aller voir la messe de minuit à l'église Saint-Thomas d'Aquin. Voilà, d'ailleurs, si le projet se fait, la mise en lumière sera faite par Armand Zadikian. C'est un grand spécialiste des éclairages d'église et c'est lui qui a notamment fait l'éclairage de Notre-Dame de Paris. Donc ce sera Merci magnifique. beaucoup. Merci Mélanie. Et nous, on va se retrouver. Je sens que vous avez la main qui se met à l'oreille d'un coup. C'est Gilbert Bécaud ou Imouvrini. Voilà, c'est Jean-François Bernardini, Alain et Jean-François Bernardini. Les Imouvrini qui en Corse veut dire petit mouflon. C'est ces petits animaux sauvages qui courent comme ça dans les forêts corses, dans les maquis corses. Imouvrini, depuis 79, un groupe qui ne ressemble à nul autre. Ils défendent toujours, contre vents et marées, la langue corse. La langue corse, ils l'ont fait voyager dans le monde entier. Ils ont fait des duos avec les plus grands. Sting est venu chanter avec eux. Ils chantaient en Corse, il faut quand même le dire. Imouvrini, on ne pouvait pas trouver meilleur sujet en ce 24 décembre au matin, en cette veille de Noël. Music for Non-Violence, c'est vraiment le titre de leur nouvelle tournée. Mais ce n'est pas qu'un mot, ce n'est pas que des chansons contre la violence et pour la paix. Jean-François Bernardini et son frère s'engagent vraiment. Ils ne font pas que chanter, ils ne font pas que parler. Il va dans les écoles, il a milité pour qu'un IUT de non-violence soit monté. Il y a des cours de non-violence en fac de psycho maintenant. Il s'est vraiment impliqué avec son association. Il a vraiment milité au sein du ministère de l'Éducation nationale. Ce n'est pas que quelqu'un qui parle, il fait. Et rien que pour ça, il mérite notre respect. C'était au Zénith il n'y a pas très longtemps. C'était le coup d'envoi de leur tournée. On va les voir à partir du mois de février partout en France. Et là, pour le coup, et pour fêter cette fin d'année, il n'était pas venu seul. Vous aviez la polyphonie corse, Imouvrini, et un chœur gospel pour sans voix. Lorsque les deux se mélangent, je vous assure que le frisson est vraiment garanti. On écoute. Voilà quelques 30 ans qu'Imouvrini, Alain et Jean-François Bernardini chantent la paix et la non-violence. Et pour eux, Music for Non-Violence, ce n'est pas qu'un titre de spectacle. Qu'on se le dise. Si ça n'était qu'une causerie sur la non-violence, si ça n'était qu'une étiquette, si ça n'était qu'un slogan de concert, aucune légitimité. Selon vous, un artiste est forcément engagé? Plus que ça, il va être engageant. L'engagement, c'est se donner en gage. Mais je crois qu'on essaie humblement d'incarner cette volonté-là. Et depuis des années, pour l'artiste, le chemin de l'engagement passe forcément par celui de l'éducation. C'est d'abord plus de 200 conférences que j'ai faites dans des lycées, des collèges et des universités de France en 2 ans et demi. On peut se demander d'ailleurs pourquoi la non-violence n'est pas enseignée dans toutes les écoles du monde d'ailleurs. C'est une très bonne question. Il faudrait se demander si tous les puissants du monde ont vraiment intérêt à ce que le peuple comprenne qu'il peut changer les choses avec des moyens nobles pour défendre des causes nobles. Pas si sûr que tout le monde ait intérêt à ça. De tes amours qu'as-tu emporté? Et combien de jours et combien de nuits les as-tu pleurés? Que la non-violence ensemence des Rosa Parks, des Nelson Mandela, des Gandhi, des citoyens debout, qui rêvent justement de transformer le monde avec des moyens nobles. On ne part jamais le cœur bien haut. On ne part jamais le cœur bien haut. Gospel pour sans voix, ce sont vos invités ce soir. Pourquoi ce choix? Ce chant-là, c'est le chant de la libération. Je pense que jamais
des chœurs gospel ont chanté avec des voix corses, à ma connaissance. Et pourtant, j'ai le sentiment que dans leur histoire, ces musiques-là ont souvent chanté ensemble. Chanter en Corse, défendre aujourd'hui la culture corse, c'est encore un acte militant? Je sais pas, le mot militant, on peut l'interpréter de mille manières. Ce que je sais, c'est que je suis un pommier qui fait des pommes. Je peux pas changer. Le GPS du monde est fait pour fonctionner avec 6700 langues. Et on voudrait qu'il fonctionne avec 14 langues. C'est un appauvrissement, c'est une perte, c'est un recul. Donc il s'agit, je ne sais pas si c'est être militant ou pas. Nous, notre militant, c'est celle de la beauté. C'est celle qui dit, vous avez fait un cercle pour m'exclure, nous allons inventer un cercle encore plus grand pour vous inviter. C'est ce que nous faisons ce soir. Bon, il faudra compter avec Imouvrini l'année prochaine. Donc, l'année prochaine, à partir de mois de février, nous vous en reparlerons. Et c'est vrai que dans un monde extrêmement formaté, où si on ne chante pas en anglais, on n'est entendu personne, on n'est entendu nulle part, de voir des gens qui, justement, comme le petit village gaulois irréductible, continuent à défendre contre tous et toutes leur culture, je trouve ça totalement admirable. Voilà. Bravo. Jean-François, on vous salue et on vous souhaite de belles fêtes. Joyeux Noël. Quand j'entends chanter Noël, j'aime à revoir mes joies d'enfant. Ah, ça c'est rare, ça. C'est la version. Ah, oui. Véronique Sanson et Eddie Mitchell, pour vous, pour ces fêtes de Noël. J'adore. Pour le patrimoine. Voilà, parce que là aussi, on va s'occuper du patrimoine. Le dernier salon du patrimoine, c'était il y a combien de temps? Le mois dernier? C'était le mois dernier, exactement. Alors, c'est un salon qui a lieu depuis tous les ans, qui a lieu tous les ans à cette époque-là. Et c'est un salon qui fête ses 25 ans, je crois. Donc, c'est pas un salon tout neuf, parce que le patrimoine, forcément, c'est pas tout neuf. Alors, la thématique de cette année, c'était chantier remarquable du patrimoine. C'est vrai qu'en France, on est quand même très fort au niveau de la sauvegarde de notre patrimoine. Et qui dit patrimoine dit quand même hommes et femmes derrière qui savent absolument défendre ces savoir-faire. Il y a une transmission exceptionnelle en France. Il y a un savoir-faire qui sait aussi être innovant. Il y a des gens qui continuent à se battre pour que le patrimoine français international, parce que c'est le salon international du patrimoine, se sauvegarde et que ça reste encore les siècles qui viennent. Et on est très fort dans la restauration. Et on est très très fort dans la restauration. D'ailleurs, souvent, nos artisans sont demandés énormément à l'étranger. Alors, on a fait un petit tour du salon et on a rencontré la fine fleur de l'artisanat français. Regardez. Cette année, donc, le Salon du patrimoine est dédié aux chantiers extraordinaires. Nous travaillons essentiellement sur des reproductions à l'identique ou en création, sur des monuments tels que les mairies, les manoirs, les châteaux, les maisons particulières, en zinc, en cuivre. Alors, le salon, en fait, permet de mettre en lumière les métiers d'art à l'échelle de la France. C'est aussi une part, en fait, de rayonnement pour la France à l'international, puisque depuis des millénaires, les artisans d'art, en fait, sont les bâtisseurs de ces monuments historiques et aujourd'hui les restaurateurs. Donc, c'est toute l'activité et la rayonnance aussi de ces métiers qui est visible dans le salon. L'artisan français a quand même un savoir-faire unique. Il y a des véritables métiers qu'on a su conserver. Il y a beaucoup de pays au monde qui ont perdu ces métiers. Et dans notre domaine, il reste très peu de savoir-faire dans le monde. Et en France, on a réussi à conserver le savoir-faire d'ébénisterie, de menuiserie, de sculpture, de peinture, de dorure. Et là-dessus, on est très fort par rapport à nos concurrents européens. Et on a un vrai savoir-faire qu'on défend et qu'on défend très facilement. Parce qu'en fait, en face de nous, on se rend bien compte que les gens sont vraiment très loin de notre qualité. Nous
Nous avons mis en relief ces questions liées à l'apprentissage. Et donc, c'est toutes les questions des filières et de la transmission à travers ce salon. Ce sont des questions qui sont posées. On travaille beaucoup avec des apprentis, on en prend chaque début d'année. Il n'y a pas d'école pour apprendre ce métier, donc on les forme directement en atelier. Si vous voulez, il y a beaucoup de gens dans notre métier qui ont essayé d'expliquer aux jeunes qu'il fallait plus venir, que c'était fini. Il y a 20-30 ans, c'est un discours qu'on entendait souvent. Et puis en fait, depuis une quinzaine d'années, ça repart vraiment. Et on voit beaucoup plus de jeunes qui s'intéressent à ça. Et ils ont pris conscience que la restauration ou la création classique a des débouchés qui sont assez énormes. Donc on a pas mal de demandes et on a du mal à trouver des gens pour dessiner, pour travailler avec nous. C'est bien, c'est de savoir que les jeunes sont très intéressés, attirés. Exactement. Ça veut dire qu'en novembre prochain, 2017, eh ben, vous emmenez vos petits jeunes faire le salon du patrimoine, international du patrimoine. Il se tient toujours au Carrousel du Louvre. Et vous avez vu, on peut rencontrer ces artisans. Et je voulais saluer aussi Aude Taon qui vient de prendre la présidence d'Atelier d'Art de France après Serge Nicole. Une continuité justement dans cette approche de la transmission et de l'apprentissage. Ensemble, passer Noël ensemble. Entre deux trains. Elle a son billet d'avion. Et où est-ce que vous allez fêter Noël alors, Marie-Do ? Eh ben voilà, je vais aller à La Réunion. Je vais profiter du Père Noël. Il va descendre puis il va m'emmener à La Réunion parce que La Réunion, c'est aussi la France. Et là, je vais faire un petit sujet dans les Hauts. Dans les Hauts, c'est comme ça qu'on appelle tout ce qui n'est pas au bord de mer à La Réunion. Voilà. Alors c'est vrai que l'île Intense, l'île à grand spectacle, c'est le paradis des randonneurs qui fréquentent ces trois cirques, Mafate, Sillaos et Salazie. Et justement à Salazie, à Elbourg, qui fait partie du club des plus beaux villages de France, j'ai découvert un petit hôtel qui s'appelle les Jardins d'Eva. Il tire son nom de la première femme esclave libre, qui est une véritable héroïne locale, et il est au milieu d'un jardin peuplé d'essences endémiques. Ce sont les Jardins d'Eva. Alors c'est typique des cases créoles de là-bas. Et puis ensuite, on va se rapprocher de Saint-Denis, la capitale de la Réunion, si on peut dire entre guillemets, et on va aller aussi sur les Hauts, au lieu dit La Montagne. Et là, c'est un vaste domaine ancestral qui maintenant vous reçoit en hébergement, chambre d'hôte, qui fait aussi des événementiels. Et c'est un ancien domaine mi-agricole, mi-industriel, puisque sur les flancs de la ravine, on cultivait une variété d'aloès qui servait à faire des cordages pour les bateaux et de la ficelle pour attacher les animaux. Et c'est vraiment un monument du patrimoine local. On y va. Émergeant de l'océan Indien, 2512 km² de pitons, de cirques et de végétation luxuriante. La Réunion a été rebaptisée par ses fans l'île Intense. La route enlacée grimpe au milieu des cascades du cirque de Salazie. À 930 mètres d'altitude, Elbourg, l'un des plus beaux villages de France, est le point de ralliement des randonneurs. Pour eux, une étape idéale, les Jardins d'Eva. Je suis accompagnatrice en montagne et l'amour de la montagne m'a fait rester ici. C'est vrai que quand on voit l'aspect naturel et sauvage de la Réunion, c'est un lieu magique. J'ai choisi Elbourg pour ses cases créoles, le côté très enclavé, c'est-à-dire que c'est vraiment, on est au bout du monde, hein, on est même presque une île dans une île. Nous avons beaucoup de plantes qui sont endémiques de la Réunion, le bois d'arnette qui est une tisane, les fougères arborescentes, le café bourbon pointu, le calistémon, le rince-bouteille. L'hôtel a été bâti dans la pure tradition créole. Tout est construit par des charpentiers de marine, donc les charpentes c'est tenons, mortaises, vitres sanitaires, exactement comme les cases traditionnelles de l'époque. C'est une architecture bioclimatique. Pour les constructions, en fait, on a utilisé les différents matériaux, le bardeau de tamarin taillé à la main, les toits, ce sont des toits de toit rouge en tôle. En fait, la tôle plane va représenter le bidon tapé. En fait, les gens les plus modestes, en fait, construisaient leur case avec des bidons tapés.
Ce petit hôtel a pour but de se fondre et de faire corps avec la nature. Dans les Hauts de Saint-Denis, à 300 mètres d'altitude, sur les flancs d'une ravine, pousse une plante qui assure à la prospérité d'un domaine ancestral. François et Frédéric poursuivent l'histoire à leur manière. L'histoire de ce domaine date du début du siècle. C'était monsieur et madame Pelt qui l'avaient acheté. C'était une exploitation agricole de 150 hectares. On y cultivait ce qu'on appelle le cader, une espèce d'aloe vera à hauteur d'homme qu'on appelle en métropole le choca bleu. Aujourd'hui, la belle maison traditionnelle a repris du service. Nous avons voulu garder l'esprit de ce qu'était la maison au début du siècle. La varangue, elle est typique de toutes les maisons créoles. C'est l'endroit où on accueille les personnes qui arrivent. À l'intérieur, vous allez retrouver tous les clichés d'une maison créole, c'est-à-dire un parquet en bois de natte, des plafonds à la créole, un sol avec des tomates et tout l'ameublement d'époque. Jamais une maison créole sans son jardin. Et celui des chambres d'Édith possède des essences magiques. On a une tonnelle vigne et des barbes de grand-père, ces orchidées endémiques de la Réunion qui pendent. C'est féerique, on entre un peu comme dans la forêt de Brocéliande. Notre jardin va être bientôt classé jardin remarquable. Bon, Marie-Dominique, c'est formidable d'avoir choisi le haut. Eh ben voilà, les Hauts. Alors pour y aller, il y a la compagnie originaire de la Réunion qui dessert tout l'océan Indien. Et puis, je vous conseille comme tour opérateur un spécialiste des îles dans le monde. Voilà. Merci beaucoup, Tout Marie-Dominique. ça, c'est sur Internet. Et on nous regarde à La Réunion, donc voilà, de belles fêtes et on vous embrasse très très fort, évidemment. What have you done? Another year over. Les gâtés, hein, John Lennon pour vous accueillir, Marie-Mame Joglou. Noël, pour les grands, pour les petits, ça passe forcément à un moment donné par la télévision. Oui. Et quand on parle télévision, on passe par Lina. Voilà, pour recueillir tous ces documents exceptionnels. Notre copine Lina, oui. Et puis là, du coup, on s'est dit, et si on parlait du Noël d'antan, le Noël d'avant, comment ça se passait il y a 50, 60 ans? Eh bien, figurez-vous que ça a beaucoup changé depuis l'époque des grands-parents, des arrière-grands-parents. C'était surtout une fête très chrétienne. On attendait la messe de minuit pour tous se retrouver en famille. Donc, c'était pas qu'une fête familiale, hein. C'était vraiment la messe avant tout. Et ensuite, après la messe seulement, eh bien, il y avait ce dîner où on se retrouvait. Les enfants déposaient leurs petits sabots au pied de la cheminée. Et eux, alors là, en revanche, ils attendaient. Le lendemain, ils retrouvaient plutôt une orange. Parce qu'à l'époque, c'était un fruit extrêmement rare et très cher. Et c'était devenu vraiment une symbolique à l'époque de Noël, mais jusque dans les années 60. Donc il y avait l'orange, il y avait des chocolats, et puis il y avait plein de petits cadeaux, mais des cadeaux qui étaient fabriqués par les parents, vraiment des cadeaux artisanaux, je dirais. Et on a vécu avec cette phrase, hein, quand certains vont reconnaître cette... Nous, à ton époque, on avait qu'une orange. Hein, parfois, quand les enfants étaient un petit peu capricieux, que c'était pas suffisant, que les cadeaux étaient pas... Souviens-toi qu'à l'époque, on avait une orange et on était très heureux. J'allais justement vous dire ça, ils étaient très heureux avec si peu. Allez, on regarde. Le gui de Noël, le hou de Noël, le sapin de Noël. Ils viennent tous encore une fois des forêts jusque chez nous. Une fois encore, on recrée le merveilleux symbole de la crèche. Et les petits visages que nous connaissons jettent des regards d'envie sur ces choses infiniment précieuses et désirables que sont les joujoux. Jean et Yoko, vous souillez? Un joyeux Noël. Où il habite, le Père Noël? Dans le ciel. Dans le ciel, sur un nuage. Dans un pays très froid. À Boulogne. One more time, encore une fois, chérie, viens dans mes bras. One more time, encore une fois, chérie, laisse-moi. Il y a 28 ans que je sonne les cloches. Mon grand-père l'a fait, mon père aussi,
et je souhaite le faire tant que je pourrai. Cette année encore, dans les forêts de ce coin du monde, des milliers de sapins se sont abattus sous la hache pour devenir cette sorte de féerie légère et lumineuse, chargée de paillettes et de lumière, et qui reste dans le souvenir comme le symbole d'une nuit merveilleuse. Les jouets qu'il apporte, où il les a trouvés? Mon prisonnier. À sa maison. Les a achetés au magasin. Autrefois, et souvent encore dans nos campagnes, tout était simple. Les cheminées où l'on mettait fumer les jambons possédaient des conduits verticaux et d'une taille qui permettait le passage d'une broue. Aujourd'hui, par contre, quelle différence! Le peuple des cheminées est infiniment divers. Étroites, coudées, zigzagantes, innombrables, elles posent chacune leurs problèmes. Et c'est cela qui complique la tâche du Père Noël. Et chez les enfants où il n'y a pas de cheminée? Il n'y en a pas. Et s'il n'y a pas de cheminée? Et moi j'en ai une. Bien sûr, il y aura cette année, comme toutes les années, l'image d'une crèche dans les églises et dans les vieux villages du Rhône qui ont gardé leur coutume, l'offrande par les bergers d'un agneau nouveau-né. Mais Noël, c'est croire à Noël. Croire à Noël comme les enfants qui attendent chaque année le miracle de cette nuit magique. Quand c'est pas Noël, qu'est-ce qu'il fait le Père Noël? Mais quand c'est pas Noël, il vient pas, il reste sur son nuage à se promener. Comment tu sais tout ça? Parce que j'ai réfléchi. Mais maintenant, nous n'avons plus qu'à vous souhaiter un joyeux Noël! Voilà tous ces témoignages grâce à Oui. notre partenaire Lina, c'est super. Ouais, c'est super, mais c'est vrai que Noël, c'est surtout une fête pour les enfants avec plein de cadeaux, donc on vous souhaite d'en avoir des tonnes. Voilà. Merci beaucoup. Bon,